Bonjour, peuple de la Terre, provenant de différents pays. Oh boy, c'est vrai que je m'empire à chaque fois. J'aurais aimé ça te dire que tu t'améliores dans tes intros, mais tu sais, autant les épisodes sont de mieux en mieux, je trouve. On est tout le temps plus à l'aise. Mais niveau intro, c'est pas encore ça. Hein? Non, ben écoute, c'est drôle, disons ça ainsi, là, plus qu'autre chose. Fait que, de quoi qu'on parle aujourd'hui, Hélène? Ben, t'en as glissé encore une fois un Ben, indice, c'était ça Will. l'objectif, tu comprends. C'est un peu maladroit, mais ça marche. On va parler de drapeaux et de pavillons. Pour là, les gens qui savent pas c'est quoi des pavillons, on va y C'est des venir. drapeaux, essentiellement. Oui. Puis moi, je vais parler des faux drapeaux, des faux pavillons. Donc, comme, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben ouais, ça. Mais on va le savoir tantôt. Dans le dernier épisode, c'était toi qui étais super mystérieux sur ton sujet. C'est mon tour. Ouais. OK, parfait. Bon, ben, on va lancer le générique pour arriver à ça Éventuellement. Yes, sir. Fait que Will, pour les prochaines minutes, je vais m'improviser vexillologue. Est-ce que tu sais ce que c'est la vexillologie? J'ai dit un lot de trop, hein? Ouais, fait que, ben, à ce moment-là, non. Mais avant l'épisode, tu me demandais si je savais c'était quoi le mot pour les drapeaux, les gens qui aiment les drapeaux. Puis ça me revenait pas, mais là, tu le dis, puis je suis comme, c'est les gens qui aiment les drapeaux. C'est plus que les gens qui aiment les drapeaux, oui. Là, c'est l'étude des drapeaux et des pavillons. Ben, écoute, si t'étudies ça, tu dois aimer ça. Ben oui, non, c'est pas de la vexillolophilie. En tout cas, je promets que ça va être plus fluide, là. C'est correct. On commence, on est rouillé un petit peu, je sais pas. Bref. Il est où le lien étymologique là, entre vexillologie et drapeau ou flag en anglais? J'ai toujours l'impression que tu dis un lot de trop, mais je sais pas. Non, mais il y a 2 lots. OK. Ça, je te le promets. Mais je pense que j'en ai dit 3 tantôt. Mais en tout cas, bref, c'est pas grave. Ça provient du latin vexillum, qui est le nom qui était donné aux étendards utilisés dans la Rome antique. Ceci étant dit, sachez qu'on utilisait déjà des signes distinctifs apposés au bout d'un long bâton durant la préhistoire pour représenter sa tribu. La préhistoire? Oui. Il s'agissait plus souvent de peau et de fourrure. On s'entend, là, c'était pas des drapeaux comme on connaît aujourd'hui. En fait, les premiers drapeaux en tissu, ils vont apparaître en Chine vers 1500 avant notre ère. Okay. Un peu en même temps qu'avec l'invention de la soie. Donc, ça va de explique soi? cela. Oui, ça va de soi. Très bon jeu de mots. Ils sont alors utilisés à des fins militaires. Ils donnent une bonne indication de la vitesse et de la direction des vents, ce qui aide les archers dans leur travail d'archer. Ah, fait que c'est plus pour les archers que pour juste dire « ils vendent-tu aujourd'hui? » Exactement. Ah. Parce que ça leur permettait de mieux cibler leur ennemi en sachant justement la vitesse et la direction du vent. Pas fou. Vers la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge, on voit de plus en plus des écussons, des étendards qui seront très utilisés durant les combats et les croisades aussi, à la fois comme signe d'appartenance à un groupe et comme point de ralliement dans le chaos de la guerre aussi. Ben oui, effectivement, si tu veux savoir s'ils sont où ta gang, parce que tout le monde est en même armure, là, sinon là, c'est tough là, quand il y a du sang partout. Là. Ben c'est ça, les armures ils ont tellement évolué aussi, puis de plus en plus les soldats ils vont se mettre à porter justement les couleurs et les symboles de leur nation. Hein? On pense aux chevaliers des croisades entre autres. Puis je dis ça parce que les hommes, les casques intégraux, là, tu sais qu'il y avait aussi le nez là, qui oui, couvrait. Oui. Ben oui, mais moi je savais pas c'était quoi le nom de ce casque-là. Je savais pas que ça s'appelait un nom, mais c'est vrai que moi je suis plus un signe de la médiévalité. C'est ça que j'allais dire exactement, je suis moins comme ça. Ben ces casques-là, ils obstruent un petit peu la vision, là, justement à cause puis il y en a des pires que ça même. Non, il y en a des pires. Des petites fentes, là. Ben c'est ça, fait que ça permet le fait que les soldats ils portent justement les couleurs. Si tu vois pas grand-chose, c'est mieux d'avoir des couleurs. Ben c'est ça, puis les symboles de leur nation, ça leur permettait de distinguer leurs compatriotes de leurs ennemis, là, ce qui est quand même utile en temps de guerre, je te dirais. Puis c'est la même chose aussi pour les caparaçons. Tu sais quoi ça? Là, tu m'as perdu, plus qu'à vexillologie. C'est la couverture qui couvre les chevaux. Ah, genre le petit drap, là. Oui, pis, c'est ça. Ouais. Ben, couverture, tissu, peu importe. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est nécessairement parce qu'ils ont froid, là. C'est vraiment plus... pour montrer les couleurs, genre, c'est quel cheval j'attaque. Ben, c'est ça. Puis de se dire, si, mettons, tu tombes de ton destrier, à être sûr que tu pars avec le bon cheval, tu sais. Fait que ça, c'est la petite histoire de la création du concept
de drapeaux. Ouais, Mais ça les va. drapeaux, c'est bien plus qu'un amalgame de couleurs et de formes. Ça apporte souvent un message politique, social, géographique, religieux, voire tout ça en même temps. Mhm. Certains comportent aussi des signes de domination, de lutte ou encore de subordination. Bref, même s'il y a certains éléments qui sont communs à plusieurs drapeaux, le choix des composantes prend tout son sens selon le contexte de la nation qui l'arbore. Mhm. Et ça, on va y revenir. Mais mettons là, Will, que je te propose de créer un drapeau. À quoi il ressemblerait ton drapeau, toi? Il serait blanc et bleu avec des fleurs de lys dessus. Ah oui? Hein? Tu voudrais pas créer un drapeau, mettons, pour le podcast, je sais pas? Ah, pour le podcast. Non, mais ça, oui, non, mais pas effectivement. nécessairement pour le podcast, mais n'importe quoi, là. Ben moi, je trouve que il y a deux types de drapeaux. Les toutes pareilles, qui ont toutes les mêmes couleurs, juste agencées différemment. Ouais. Puis d'autres, les trop compliqués, avec plein de trop petits détails. Puis Ouais. moi, j'aime mieux l'entre-deux. Tu sais, justement, Canada puis Québec, je trouve qu'on fait les deux. Tu sais, c'est comme, il y a un petit symbole dedans, ça rend ça plus cool, mais c'est pas mal ça, tu sais. Mhm. Mais justement, il y a des règles à respecter pour créer le drapeau parfait. Ne s'improvise pas créateur de drapeau qui veut, hein? Ah ben non. Puis je suis tombée sur plusieurs articles qui résument le livre Good Flag, Bad Flag, qui, vous l'aurez deviné, établit 5 règles d'or pour créer le drapeau soi-disant idéal. Parfait. Exactement. Est-ce que tu as envie de les connaître, les règles? Non, fin Ben, je d'épisode. te laisse pas le choix. OK. La première, c'est qu'il doit être simple. Mais genre, extrêmement simple, du genre, un enfant de 5 ans peut le dessiner. Fait que mettons que le Turkménistan, là, il a pas eu le mémo. Attends, faut que j'aille googler. Ouais, c'est ça. Si vous entendez plein de cliquetis là, durant l'épisode, c'est Will qui est en train de googler les drapeaux parce qu'il les connaît pas tous. Je vous invite à faire la même chose aussi. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait genre 4 tapis qui ont collé back-to-back. Là. Exactement. Puis Ouais. là, ben, je donne un exemple parmi tant d'autres, là, mais on s'entend que pour chaque règle, il y a Oh, il y en a d'autres plusieurs découpés, là. exemples qui ne respectent pas les règles. Mais c'est pas comme genre obligatoire, c'est juste comme... c'est pas obligatoire, mais c'est genre vraiment les 5 piliers pour créer le drapeau dit parfait. OK. Il doit être coloré, mais pas trop non plus. La règle non écrite, là, c'est pas plus de 3 couleurs qui Puis sont... pas de vert fluo. Ben non, mais ça, en fait, ça dépend de... Tu peux Oui, bien de tes utiliser goûts. des couleurs fluo si tu veux. Mais les couleurs doivent avoir une certaine symbolique pour le pays, idéalement. Bien entendu, c'est logique. Puis aussi offrir un certain contraste, hein, parce que les couleurs foncées, par exemple, c'est moins affecté par les rayons du soleil, ce qui veut dire que le drapeau, il va moins ternir à force d'être Ouais. levé au vent. Ouais, puis c'est pas genre vert foncé à côté de vert un peu plus foncé, puis l'autre vert encore plus Exact, foncé. c'est ça. Puis encore mieux, on essaye de choisir des couleurs basiques comme le rouge, le bleu, le vert, le noir, le jaune ou le blanc, qui sont les Ça, couleurs on les le voit plus assez, utilisées. ouais, c'est Ouais. ça. Là-dessus, l'Afrique du Sud n'arrivait pas à se décider. Elle les a toutes prises, hein? Ça va être comme ça. Elle n'a pas respecté la règle des 3 couleurs. Mais ça reste quand même moins pire que le Belize et ses 12 couleurs qui ne respectent pas non plus la première règle de 12. simplicité, soit dit en passant. Je t'invite à aller le voir. Puis à Belize, me ouais, tu sais, commenter. Afrique du Sud, ça allait, mais Belize, il y a des petits messieurs là-dessus. Ben oui, c'est ça. Il y a des êtres humains. Imagine demander à un enfant de 5 ans de dessiner ça. Ben, il va mettre des petits bonhommes, puis après ça, une hache, une scie, un bateau, une Qu'est-ce que c'est ça? Il y a tout là-dedans. Oui, toute l'histoire. C'est ça. Justement, la 3e règle d'or, c'est d'avoir une symbolique. Fait que clairement, le drapeau du Belize, il y a une Ben, certaine j'imagine, symbolique. là. j'espère qu'il y a une symbolique là-dedans, parce que sinon, c'est bizarre. Complètement. Le drapeau, il doit être porteur de sens. L'Antarctique a pris cette règle un petit peu trop au pied de la lettre en dessinant carrément le continent en blanc sur un fond bleu. C'est qui a décidé le drapeau pour l'Antarctique? Je le sais pas. Je pourrais pas te dire exactement. Je t'avoue que j'ai pas fait Une cette question à recherche-là. creuser. Exactement. Quand je parle de symbolique, je pense entre autres au Japon et son fameux cercle rouge qui représente le soleil, qui Ouais. sont les premiers à voir se lever. Hein. Ou encore nous et notre feuille d'érable qui nous rappelle que l'hiver va finir par finir et qu'on pourra fêter ça avec des oreilles de Chris et des petites saucisses dans le sirop. Oui! Puis là, on enregistre ça, genre, le lendemain du printemps où il fait pas froid. dévoiler nos secrets de OK, on a pré-production. enregistré ça en décembre. 4e règle, il doit être clair. On évite les mots parce qu'ils sont pas visibles de loin, puis aussi, ben, c'est pas tout le monde qui parle la langue de ton pays, hein. Puis ils sont pas plus visibles de proche sur des petites épinglettes du membre de l'ONU, là. Ouais, là, ça devient compliqué avec les mots. Hein? Belize. Ouais, mais il y a pas juste le Belize, tu vas voir. En gros, le sens, il doit se transmettre seulement par les couleurs, les formes et les symboles, idéalement. Et enfin,
Là, tu vas me dire, c'est évident, il doit être unique et distinctif. Ouais, tu peux pas voler le drapeau d'un autre pays. Ben, on pourrait en parler à Monaco puis l'Indonésie qui, à une certaine époque, avaient le même drapeau, c'est-à-dire 2 bandes horizontales, une rouge et une blanche. Il y avait peut-être une petite nuance dans le rouge, là, mais va savoir. Mais bonne chance pour les distinguer. Puis rajoute à ça la Pologne qui avait le même drapeau, mais avec les couleurs inversées. C'est pire qu'une énigme du père Fouras. Là, ouais, c'est ça. C'est pour ça que 3, c'est pas pire, parce qu'au moins, tu peux savoir un peu plus que versus à l'envers là, de ce côté-là. Puis surtout que c'est des cultures qui se ressemblent vraiment beaucoup, ça, Monaco et l'Indonésie. C'est ça. À savoir que c'est Monaco qui avait le drapeau en premier, fait que l'Indonésie a plagié. Qu'on les shotguns. Fait que là, la question à se poser, c'est le drapeau parfait, il existe-tu? Ben, j'ai hâte de savoir, selon cet expert, c'est qui a le drapeau parfait. Ben, c'est selon plusieurs experts, là, je te dirais. Selon ces experts. Mais apparemment que celui du Pays-Bas, il serait pas pire parfait. Ils ont des couleurs bien contrastées, hein, le rouge, le blanc puis le bleu. Ouais. Il est d'une simplicité sans nom. Il est clair aussi. Puis vu qu'il est fait sur l'horizontale, il se distingue très bien quand il est au vent parce que toutes les couleurs sont reliées au mât. Ouais, tu sais, comme si c'est un peu plié par le vent, tu dis pas, il en manque. C'est ça, même s'il flotte, là, même s'il flotte pas, en fait, il est parfaitement distinctif. Puis il est tellement parfait qu'il a même inspiré la France, le Luxembourg et Pierre le Grand, le tsar de Russie dont je te parlais dans le dernier épisode. Ah, il y a tellement de liens, Hélène! Ouais. Pour ne nommer évidemment que ceux-ci, là, il a aussi inspiré d'autres drapeaux de d'autres nations. Mais bon, c'est bien beau, là, toutes ces règles d'or. Par où on commence quand on veut créer un drapeau? On va décortiquer là, les différents éléments en débutant par les couleurs, si tu me le permets. C'est pas juste qu'on ouvre Canva, là. Non. Ou Paint, là, pour les plus anciens. Le rouge, il y aura plus souvent un sens de héros ou de révolution. Hein. Sur le drapeau français, par exemple, il représente le sang qui a été versé durant la Révolution pour passer de la monarchie à la République. Donc, aux armes! Ouais, c'est ça. Vas-y, continue. Non, c'est assez. Puis, ben, sur le drapeau de la Chine, ça réfère à la révolution communiste. Le bleu, c'est souvent associé à l'eau, au ciel, mais aussi à des aspirations de paix et d'unité. Fait que le bleu de la Finlande, par exemple, il représente les nombreux lacs et rivières du pays, tandis que le bleu des États-Unis, ça réfère plutôt à la justice et la persévérance. Bon, la justice, on repassera pour dans les dernières années, là, on s'entend. Mais le concept de la justice, ça, entre guillemets. Exactement. Le vert, il est souvent utilisé pour illustrer les ressources comme la terre ou la forêt, mais aussi l'espérance ou la tradition religieuse. Il y a beaucoup de pays arabes qui utilisent le vert pour signifier leur foi musulmane, qui est la couleur, si on veut, de l'islam officielle. Okay. Pour les Irlandais, c'est plutôt une façon de représenter, oui, l'héritage catholique qui est relié à l'orange, qui est un symbole du protestantisme, par le blanc, mais c'est également les paysages du pays qu'on appelle aussi l'île Émeraude. Si un pays auquel je pense à une couleur, comme le vert puis l'Irlande, c'est comme collé ensemble. Oh, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est sur les farfadets, c'est sur les trèfles, c'est sur les cliffs de Moher, c'est partout. Ils ont bien réussi leur marketing. Le jaune, il signifie généralement la richesse, la prospérité ou la lumière. Fait que pour la Colombie, ça illustre la fertilité de ses terres, donc la richesse. Alors que pour le Vatican, ben, c'est plutôt un symbole de lumière divine, par exemple. Le noir, il est apposé sur des drapeaux souvent pour représenter la résistance, la souffrance ou encore l'héritage. Pour l'Afrique du Sud, le noir, c'est la population noire et sa lutte contre l'apartheid. Pour l'Estonie, ça représente les souffrances passées, mais aussi la force du peuple. Enfin, le blanc, c'est la pureté et la paix. Le fond blanc du Japon, ça réfère à l'honnêteté du peuple, donc un peu la pureté, si on veut. Tandis que la croix blanche de la Suisse, ben, ça représente, quant à elle, sa neutralité politique. Les éternels neutres. On va y revenir au drapeau de la Suisse, d'ailleurs. Ah, d'accord. Les couleurs les moins populaires sur les drapeaux, c'est quoi d'après toi? Le brun, entre autres. Le mauve. Ouais, mauve, violet. Puis il y en a une troisième aussi. Le rose. Exactement. C'est que je suis fort. T'es tellement fort. On dirait que t'as lu mon texte avant. Non, pas du tout. Historiquement, le violet ou le mauve, c'est une des couleurs les plus compliquées et coûteuses à produire. C'est pour ça qu'elle n'est pas si présente. En fait, durant l'Antiquité, apparemment qu'il fallait prélever les pigments d'un certain type de mollusque qui, semble-t-il, ne courait pas les rues. Hein. C'est pour ça aussi que c'est devenu une couleur royale. Complètement. Parce que c'était si rare, c'est juste tellement exclusif, tout à fait. Le rose, quant à lui, ben, c'est probablement peu utilisé en raison de sa connotation plus féminine. Hein. On veut pas que... les femmes! C'est ça. Le brun, ben, j'ai pas
tellement d'autres explications que c'est la couleur de la boîte et des selles. Fait qu'encore une fois, qui veut envoyer ce message... poli avec ses selles. C'est ça. Aux autres nations, qui veut envoyer ce message-là. Mais ça va plus loin que ça parce qu'il y a aussi des combinaisons de couleurs qui reviennent souvent. Le noir, le rouge, le blanc, c'est présent dans de nombreux pays arabes, hein, notamment l'Égypte, l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Jordanie et le Soudan. Attends, là, je peux pas googler aussi vite que ça, là. Ça symbolise souvent la lutte pour l'indépendance et l'unité arabe, ces trois couleurs-là. Le vert, le blanc, le rouge, c'est utilisé par l'Italie et le Mexique, mais aussi par l'Algérie et l'Iran. Fait que ça réfère à la religion dominante du pays, soit le catholicisme en Italie et au Mexique, qui est quand même très pratiqué encore, ou l'islam pour les drapeaux justement de l'Algérie et l'Iran, étant donné que, comme je te disais, c'est la couleur officielle de l'islam. Il y a aussi évidemment d'autres symboliques que celles religieuses à ces drapeaux-là. Le vert, c'est synonyme d'espoir, le blanc, c'est la pureté, le rouge, c'est aussi le sang des martyrs. Donc, c'est pour ça que cette combinaison de couleurs-là a cette connotation-là. Et en Afrique, il y a beaucoup de nations qui portent la combinaison vert, jaune et rouge, à laquelle certaines ont ajouté du noir et du blanc. Est-ce que tu sais pourquoi le tricolore vert, jaune, rouge est utilisé principalement en Afrique? Ben, là, je vais être honnête avec toi, Hélène. En ce moment, là, il y a eu un condensé d'informations d'une rapidité incroyable que là, je suis comme genre... Fait que je vais te dire que non, j'ai pas réfléchi à ça, Hélène. Ben, ces couleurs-là, ils étaient utilisées par l'Éthiopie. Puis l'Éthiopie, c'est le seul pays d'Afrique à ne pas avoir été colonisé par une puissance européenne. Okay. Sauf, petite parenthèse, durant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie a occupé le pays. Mais comme tel, il n'y a jamais eu de mouvement de décolonisation comme dans plusieurs autres pays. Donc, les autres pays d'Afrique se sont inspirés de l'Éthiopie en envoyant un message clair d'émancipation, ce qui a créé par le fait même le mouvement panafricain. Puis, ben, j'imagine que, mettons, si on prend la Jamaïque, ils sont inspirés aussi de ça. Oui, entre autres. Puis, ils ont aussi la croix comme, justement, l'Union Jack. Hein? Oui, effectivement. Lui qui se retrouve là, dans les différents pays où ils ont été des grands colonisateurs. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup de designs qui sont répandus, en particulier avec les colonisations. Puis, le meilleur exemple, c'est certainement l'Union Jack du Royaume-Uni. Sais-tu dans combien de pays, combien de drapeaux, en fait, ils se retrouvent? 20. 23. C'était vraiment pas loin. Notamment, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Tuvalu. Je vais pas vous nommer les 20 autres, là, parce qu'à un moment donné, ça va être longtemps. D'ailleurs, la partie où on le retrouve, l'Union Jack, c'est dans le coin supérieur gauche de ces pays-là. Ça s'appelle le canton et c'est certainement la partie la plus importante étant donné que c'est celle la plus proche du haut du mât. Donc, c'est comme un symbole de domination d'une nation sur l'autre. Ben, c'était un peu ça le concept à la base. Ouais. On retrouve aussi des patterns en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Europe. Les drapeaux du Nicaragua, du Honduras, du Salvador et du Guatemala sont tous bleus et blancs. De même pour le Venezuela, l'Équateur et la Colombie, qui eux sont tous jaunes, bleus et rouges. Et pour la Croatie, la Slovénie et la Serbie, qui faisaient partie de l'ex-Yougoslavie. C'est justement pour ça qu'on retrouve des similitudes. Tous ces groupes-là de pays, ils ont à un moment donné dans leur histoire... un seul pays, fait que selon tout, comme réapproprié. Ils ont formé une seule nation qui s'est scindée à la suite de révoltes et qui est logique. Parfois, c'est pas tant le fruit de la colonisation, de l'émancipation que l'héritage socioculturel. Je prends l'exemple de la croix nordique qu'on retrouve sur les drapeaux de la Suède, de la Finlande, de la Norvège, de l'Islande et du Danemark, donc tous les pays de la Scandinavie. Fun fact, la croix, elle est décalée vers la gauche pour donner l'illusion d'être au centre quand elle flotte au vent. Puis tu verras aussi, mettons, le drapeau du Japon, le cercle, il va être décalé aussi vers la gauche pour les drapeaux maritimes. Même chose pour le drapeau du Bangladesh, ça donne une illusion que c'est au centre quand c'est au vent. Puis même le drapeau français, par exemple, la bande rouge, elle va être plus étroite que la bande bleue pour les drapeaux sur des bateaux, justement, quand ça flotte au vent. Ça donne une illusion qu'ils ont exactement la même taille. Fait que si tu le regardes en ligne, ça sera pas nécessairement le cas, mais ceux qui sont vraiment imprimés, qui sont vraiment utilisés officiellement dans la vraie vie, ils vont être comme ça. Ben, ça dépend si le drapeau est destiné à être, mettons, sur un bateau ou dans des circonstances où vraiment il va flotter au vent comme tel. Intéressant. Fait que des fois, il y a des petites nuances. Variations selon...
de genre 5 degrés ou des trucs comme ça. Du côté de l'Azerbaïdjan, du Sahara occidental, du Pakistan, de la Libye, de la Turquie, de la Tunisie et de l'Algérie, on retrouve le croissant de lune et l'étoile, en référence, encore une fois, à l'islam, mais aussi à l'Empire ottoman. Ouais. Ensuite, il y a aussi la forme. Tous les drapeaux sont rectangulaires. Ben enfin, tous Pas sauf tous, il y en a 3. un carré, genre, ouais, non? Ouais, il y en a 3, mais on va y revenir. Pourquoi le rectangle? Mais ça proviendrait d'une pratique navale occidentale. Les bateaux ils utilisaient des drapeaux pour indiquer leur nation, et comme la forme rectangulaire, c'est celle qui prend mieux le vent, ben ils sont plus visibles et ils se reconnaissent plus facilement au loin. Mm-hmm. Bon, à savoir, sur Terre, on parle de drapeau, mais en mer, on parle de pavillon. Yes. Elle est là, la nuance. Mais ça allait bien plus loin que ça, en fait. C'était aussi une façon de communiquer son drapeau. Un pavillon à l'envers, c'était un message de détresse Ah, OK. sur la mer, tandis qu'un Là, pavillon... ça vient mélanger avec les drapeaux qui sont inversés d'un bord puis de l'autre, là. Oui. En tout cas. On s'entend, je sais pas si c'est encore utilisé comme À tel, l'époque. là, mais à l'époque, c'était ça. Tandis qu'un pavillon jaune, ça signifiait qu'il y avait un virus ou une bactérie à bord, donc de ne pas approcher ce bateau pour éviter tout risque de contamination. L'Europe a repris cette forme rectangulaire, puis le reste du monde a emboîté le pas, parce que ben, ça faisait quand même beaucoup de pays qui prenaient cette décision-là, puis l'Europe est tout le temps comme vue un petit peu comme l'inspiration, j'ai l'impression. Oui. Fait que c'est ça, sauf 3 pays. Lesquels? Le Népal, Ouais, qui est avec ses petits triangles. ouais. Puis il y en a un qui est carré que je me souviens pas c'est qui. Puis l'autre, je sais pas. La Suisse et le Vatican. Oh oui, c'est ça, c'est la Suisse qui est carrée. Ouais. La Suisse et le Vatican ont un drapeau carré. Le Népal, comme tu l'as dit, c'est en forme de 2 triangles, l'un au-dessus de l'autre. Pour la Suisse, ça vient de son passé militaire et c'est aussi une façon de réaffirmer son indépendance, sa neutralité, le fait d'avoir un drapeau pas de la même forme que les autres. On dirait que ça commence à me gosser leur côté de neutralité. Genre, non, on n'est pas comme tout le monde. On se bat pas, on a des drapeaux différents. Ben, on se bat pas, attends, là, parce que le Vatican, il a aussi opté pour la forme carrée en hommage à la garde pontificale, qui est suisse. Ah, ben ça a du sens que ça soit carré à ce moment-là, dans ce cas-ci. Le drapeau népalais, comme tu l'as dit, c'est 2 triangles. Ça réfère aux étendards qui étaient auparavant utilisés dans le sud de l'Asie et en Chine, justement, dans l'Antiquité et même avant, qui avaient une forme triangulaire par défaut. Mais pour représenter les 2 religions officielles du pays, soit le bouddhisme et l'hindouisme, on a opté pour 2 triangles, un au-dessus Chacun de son l'autre. triangle. C'est ça. Puis c'est aussi un clin d'œil au monde de l'Himalaya, en fait. Oui, quand c'est tu y vrai. penses. Ah. Justement, des symboles, clin d'œil, tout ça, parlons-en. Le plus populaire, c'est sans doute l'étoile, hein, qui est présent dans combien de pourcents des pays, d'après toi? Là, je sais pas, là, 43. 45%. Ah, vois-tu? Les armes sont aussi souvent là, en particulier sur les drapeaux d'anciennes colonies, ce qui est encore une fois une manière d'affirmer leur volonté de protéger leur indépendance, de dire qu'ils vont pas se laisser faire, envahir, etc. Puis là, ben, tu t'en doutes, en écrivant l'épisode d'aujourd'hui, j'en ai vraiment appris beaucoup sur l'histoire et le sens de certains drapeaux. Je pense qu'honnêtement, je me suis trouvé une nouvelle passion. Ben ça, j'allais dire, t'as vraiment une nouvelle petite obsession parce que ça fait genre 25 minutes que tu mitrailles des informations, puis je pense que t'as même pas encore fini. Fait que Non, je suis j'ai comme, pas fini my encore. God. Je te présente quelques significations et fun facts en rafale. OK, parfait. Fait que là, on n'est plus juste dans les couleurs, on est vraiment dans... Ben, parce qu'on a parlé des couleurs initialement, mais là, c'est de dire genre, OK, pourquoi qu'on en est arrivé là pour ces pays-là? Oui, exactement, Okay. Parce que, ben, tu sais, je suis consciente que je t'ai quand même présenté plusieurs fun facts, Oui, mais c'est ça. À réécouter 3-4 fois, là. c'est vraiment spécifique à plusieurs pays, à certains pays, je veux dire. Fait que commençons simple, là. J'espère que tes cours d'histoire sont pas très loin. La symbolique du drapeau des États-Unis, c'est quoi? Ben, les étoiles, ça représente chacun des États. Ouais, puis il y en a combien des États? 50 et 50? 50. Oui, ben, Pas 50 et 50, juste 50. Non, mais c'est juste parce que j'ai pensé à Trump puis le Canada, puis là, ça me fâchait, puis là, c'est pour ça. En tout cas, il y a ça, puis les lignes, c'est les 13 colonies. Exactement. Puis c'est pas mal ça que je te dirais, là. Ben, les couleurs aussi, c'est celles de la France et du Royaume-Uni qui ont colonisé les deux, une partie des États-Unis. Puis là, on change de continent. Sais-tu à quoi ressemblait le drapeau de la Libye avant le printemps arabe, qui était en 2010? Absolument aucune idée. Je sais pas, il y a l'air de quoi en ce moment, fait que je pourrais pas te dire de quoi il y avait l'air avant, là. Ben, c'était un rectangle vert. OK, c'est tout. C'est tout. Pas de symbole, pas d'autres couleurs, pas de forme, rien. On s'entend, là, c'est pas clair tout de suite que ça, c'est un drapeau et pas juste
une forme faite sur Paint, juste un drap qui traîne à terre, là. C'est ça, exactement. Kadhafi était peut-être un petit peu trop dans la simplicité, mais après sa mort, on a ajouté une bande noire et une bande rouge avec un croissant de lune et une étoile blanche, ce qui, en fait, était déjà le drapeau de la Libye entre 1951 et 1969, donc avant que le régime Kadhafi prenne le pouvoir. Ouais, OK. Le drapeau du Danemark, il a été adopté en 1625, mais il tirait ses origines d'une bataille de 1219. OK, fait que genre 400 ans avant. Là. Oui, puis je sais pas si tu as le drapeau en tête, là, dans le fond, c'est... Danemark, vas-y, dis-moi. C'est rouge avec une croix blanche. Oui, effectivement. Je pense pas qu'il y a une autre croix de couleur dans le milieu, là, à mon souvenir. Je pense pas qu'il y a du fluo là-dedans. Là. Non, c'est ça. Ben, la légende veut que c'était une bataille avec la Lettonie, si je me rappelle bien. Okay. Puis dans le fond, les soldats danois auraient vu une croix ou reçu une croix du ciel, de l'au-delà. Fait que c'était comme un message de Dieu d'aller battre les Lettons. OK, à ce point-là. Là. Et fun fact, c'est aussi les couleurs du drapeau letton. Fait que là, c'est comme genre, voici la croix qui dit « Je vais aller péter les gens de cette couleur-là ». Exactement. Fait que c'est ça. Fait que, c'est une façon de le voir, là, tu sais. Puis ben, vu que le drapeau il a été adopté en 1625, c'est le plus vieux drapeau encore utilisé aujourd'hui et qui n'a subi aucune modification. OK, qui n'a pas été genre changement de teinte ou de quoi que ce soit. Exactement. Là. Vraiment aucune modification. Quand je te parlais de symbolique, le drapeau autrichien, qui est constitué donc de 3 bandes horizontales rouge, blanc et rouge, c'est comme le Canada, mais inversé et... pas de fleurs, pas de fleurs, pas de feuilles. Oui. Ben, ça s'inspire du blason de la maison de Babenberg. De Baba au rhum? Non, Babenberg. D'accord. Ça s'écrit comme ça se prononce. Là. Je sais pas, je peux te l'appeler si tu veux, mais bref. Non, correct. C'était la maison qui était à la tête du pays entre le 10e et le 13e siècle. Puis ça, c'était leur couleur à eux, le blanc et le rouge. C'est leur couleur de blason d'armoirie, si tu veux. La légende veut que lors d'un siège en 1191, donc au 12e siècle, on a retrouvé la tunique blanche du prince Léopold V couverte de sang. C'est beau, ça a été violent. Hein? Oui. En fait, je te dis couverte de sang, là, mais la vérité, c'est qu'elle n'était pas complètement couverte parce que Léopold, il portait une ceinture qui a caché donc une partie du tissu. Puis on se rappelle que la tunique, elle était blanche. Donc, quand il l'a retirée, il y avait une bande blanche. Ah, fait que là, eux, c'est quand même fucking violent comme drapeau, là, on va se le dire. Là. Plus que le rouge et français, c'est juste comme, il était beurré de sang, mais pas au complet, fait que petite ligne. Non, mais je te dirais que la plupart des pays, le drapeau, il y a une origine quand même violente. Puis là, même si les origines sont techniquement plus vieilles que le drapeau du Danemark, comme je te l'ai dit, le drapeau du Danemark n'a subi aucune modification. Tandis que l'Autriche, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben son drapeau, c'était la croix gammée de l'Allemagne nazie. Fait que t'as comme pas envie de le garder. Non, c'est ça. Fait que comme la Libye, ben les changements de régime, ils amènent souvent des changements de drapeau. Hein. On veut mettre ses couleurs, là. Puis des fois, c'est pas tant pour le mieux. Mais bon. Fun fact, au passage, Léopold V, c'est lui qui a capturé Richard Cœur de Lion durant ses croisades. OK. Fait que là, faut que je recule dans mes cours d'histoire, puis fait comme, OK, ouais, c'est bon, j'ai déjà entendu ces deux noms-là. C'est aussi un fromage, si je me trompe pas, le Cœur de Lion. Je pensais dire Léopold V. Non. Ben, peut-être, je sais pas. Sûrement. Parlant de changement de régime, je vais pas te faire toute l'historique du drapeau de l'Afrique du Sud, là, parce qu'il y a eu vraiment plusieurs changements. Et beaucoup de couleurs. Oui, et de couleurs. Il y a justement une raison là, pour laquelle il est aujourd'hui aussi coloré. OK. Je te fais une petite mise en contexte. Le Cap il a d'abord été colonisé par les Néerlandais, puis par les Anglais, mais à l'époque, l'Afrique du Sud, c'était aussi le Transvaal, qui est un territoire alors indépendant, et l'État libre d'Orange, qui est aussi un État indépendant, là, comme son nom l'indique. Fait qu'en 1928, le drapeau officiel de l'Afrique du Sud, puis là, je t'invite à aller le googler, là, puis même les auditeurs... J'y vais. Drapeau de l'Afrique du Sud, mais l'ancien drapeau. C'est 3 bandes horizontales, orange, blanche et bleue. Oui. Ça, c'est en référence à l'ancien drapeau des Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils avaient changé là, le orange pour le rouge parce que ça se distingue mieux dans le ciel, tu sais, mettons, au coucher de soleil ou des trucs comme ça. Tu te trompes moins. Mais là, je me trompe où il y a 3 autres drapeaux pas clairs en plein milieu, dont un autre qui a un autre petit drapeau. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Il y a 3 mini-drapeaux. Il y a l'Union Jack, en référence évidemment aux Anglais. Il y a celui du Transvaal, qui est celui qui est à l'autre bout, là, à droite, là, en fait. Là.
Oui, OK, oui. Excuse-moi, je te le fais de tête, là, parce que toi, tu l'as d'en face. Oui, c'est ça, c'est que là, il y a un petit texte. drapeau qui est une ligne verte verticale, puis le rouge, drapeau blanc, néerlandais. bleu. Ouais, c'est ça. Puis, il y a celui de l'État libre d'Orange qui est à la verticale. Là. Dans le fond, ça, c'est supposément aussi une des règles pour la perfection d'un drapeau, genre. Mais OK. c'est le seul cas vraiment où il y a Puis là, 3 blasons. Il y a 2 lignes. Ben, il y a des lignes orange et blanche verticales. Puis dans le petit coin en haut à gauche, il y a aussi encore une fois le drapeau néerlandais. Le drapeau actuel. Fait que là, si tu comptes l'Union Jack comme étant la combinaison des drapeaux anglais, irlandais et écossais, hein, parce que c'est ça, et le drapeau néerlandais en canton dans le drapeau de l'État libre d'Orange, ainsi que le drapeau de Transvaal et le drapeau de l'Afrique du Sud comme tel, t'as genre 8 drapeaux pour le prix d'un. Fait que finalement, le drapeau actuel de l'Afrique du Sud, quand même assez simple. C'est ça, c'est très méta, là, je sais. Mais l'idée, c'était de symboliser l'union des communautés blanches afrikaners et des anglophones. Sauf que là, ben, ça veut dire qu'il était très associé à l'apartheid. Ouais. Donc, en 1994, on l'a remplacé par celui qu'on connaît actuellement. Les couleurs représentent chacune soit une portion de la population, une communauté, ou encore les ressources comme justement la forêt, les terres, etc. Ça reprend les couleurs qu'il y avait dans l'ancien drapeau, au final. C'est ça, ils ont tous repris des couleurs des anciens drapeaux pour justement autant parler des Noirs que l'héritage anglais, l'héritage néerlandais, etc. Puis la forme de Y, ça symbolise à la fois l'union de ces communautés-là et le fait aussi d'avancer dans une direction. Oui, parce qu'il faut que tu le vois dans ce sens-là et non de l'autre bord où on se sépare. Oui, exactement. Puis honnêtement, moi, je trouve que c'est un des plus beaux drapeaux. Il est vraiment nice. Il y a comme tout un sens puis une symbolique tellement riche. Et il est quand même simple, tu sais. Il se refait facilement, là, même s'il respecte pas les 3 couleurs. Que les enfants soient capables de le faire, c'est possible. Ça, exactement. Je te parlais tantôt de Monaco et de l'Indonésie là, avec leurs drapeaux identiques. Si tu googles le drapeau du Groenland, il y a justement 2 bandes aussi, blanches et rouges, mais avec un cercle divisé en 2 parties. Elle-même rouge et blanche, évidemment. Inversé. Le demi-cercle rouge, il représente le soleil, tandis que le demi-cercle blanc, il représente les icebergs, ou du moins ce qui en reste. Là. Oh. C'est rough, hein? Aïe, je pensais que c'était juste moi qui serais rough dans sa partie. Non. Le drapeau du Paraguay, maintenant, c'est le seul à avoir 2 faces différentes. OK. Il est composé de 3 bandes, rouge, blanche, bleu, un peu comme... comme tout le monde. Netherlands, là. Mais selon si c'est le recto ou le verso du drapeau, le symbole au milieu, il change. Fait qu'au recto, on va retrouver une étoile avec une couronne composée d'une branche de palmier et d'une branche d'olivier, puis l'inscription República del Paraguay. Ah, ça c'est interdit, les Timos. Oui, on disait non tantôt aux Timos. Bref, ils sont loin d'être les seuls. Tandis qu'au verso, on a un lion avec un bâton et un bonnet symbolisant la liberté, ainsi que l'inscription Paz y Justicia, qui veut dire paix et justice. Ah, je pensais que ça veut dire le lion qui s'en va se coucher. Non. On peut pas passer sous silence le drapeau du Brésil. Oui. Je pense qu'il respecte aucune des règles, honnêtement, si ce n'est qu'il est unique. Le vert représente la forêt amazonienne, le jaune, la terre et la richesse de ses ressources, et le bleu, le ciel. La sphère bleue, justement, elle est un clin d'œil à la sphère armillaire, qui est un instrument d'astronomie qui était utilisé par les navigateurs portugais. Donc, OK. Fait que moi, dans ma tête, je pensais toujours que c'était comme la planète bleue. Genre, non, c'est ça. Comme la Terre. Puis si tu regardes le drapeau du Portugal, ils ont aussi cette espèce de sphère-là, justement. Donc, ça représente vraiment leur héritage. Les étoiles, elles symbolisent les États, un peu comme les États-Unis. Ouais. Puis elles sont disposées en constellations, dont celle de la Croix du Sud, qui est un symbole chrétien. OK, fait que c'est vraiment astronomique comme drapeau. Non, mais attends. Là. Ce ciel-là, de constellation, ce serait la représentation exacte du ciel qu'on pouvait voir depuis Rio le 15 novembre 1889 à 8h30 du matin. Et je te dis ça parce que c'était le moment où la République a été proclamée. Moi, j'allais dire que le drapeau du Brésil le trouve moyen. Finalement, ils viennent de tomber dans mes tops. Là. Oh, ouais. La taille des étoiles a varié en fonction de la taille des États. Puis si tu fais attention aussi, au-dessus de l'inscription Ordem et Progresso, parce qu'eux aussi, ils ont du texte, qui veut dire ordre et progrès, il y a une étoile toute seule de son bord, et ça représente la fédération, donc le pays comme tel. Puis là, bon, je sais que ma partie a été vraiment, vraiment longue. Je sais pas, elle dure l'équivalent d'un épisode habituel, mais c'est pas grave, c'est super intéressant. Fait que c'est pas grave, continue. Là, je termine sur un
tout petit quiz de 4 questions sur connais-tu ton drapeau canadien? Ah, même pas québécois, on tombe juste sur le Non. Canada. OK. Ben là, le drapeau québécois, on sait pas mal Ouais. toutes les réponses ou presque. Sais-tu comment on appelle notre drapeau? La feuille d'érable. L'unifolié, pour dire une feuille. Ouf. Bon. non, mais je sais pas. Je suis comme, ben oui, effectivement. Quand est-ce que le drapeau il a été hissé pour la première fois? En 1878. Non, je pense que c'est fucking récent. Puis comme genre, c'est comme 1900 quelque, là. Le 15 février 1965. 65? Ouais. My God, mon papa avait 1 an. C'est qui a créé le drapeau canadien, justement? C'est pas un Québécois, puis ça me fait rire. Non. Ah, OK. Bon, je non, sais pas. non, ça aurait été drôle, par contre. C'est. Je vais savoir le nom, je vais dire, ah ouais, puis je l'ai déjà su. Tu penses? Parce que moi, j'ai jamais su, honnêtement. Non, j'ai déjà entendu ce nom-là, je suis sûr. C'est George Stanley. C'est l'ex-lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. C'est pas le monsieur Coupe Stanley. Hein. Je pense pas qu'ils sont reliés. OK, fait que donc, finalement, je savais pas. C'était quoi, justement, notre ancien drapeau, là, avant qu'on ait l'unifolié? Le drapeau du Québec. Non. C'était le Red Ensign, qui était composé de l'Union Jack, dans le Bien canton. sûr. Et des armoiries des 4 premières provinces, fait que l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Donc oui, il y avait une fleur de lys, mais c'était pas le drapeau du Ah, Québec. je sais. Fait que c'est ce qui conclut ma très, très longue partie. Puis, ce qui conclut aussi le fait que, ben écoute, mon examen de citoyenneté, je le passerai pas, hein? Non, hein? Citoyen du monde. Oui, c'est ça. On veut parler de différentes choses, pas juste de notre pauvre petit pays, qu'on aime quand même. Je sais pas pourquoi j'ai dit pauvre. Désolé. J'étire le temps pour arriver à mon texte où, en fait, je vais vous parler d'un sujet que j'ai découvert en faisant des recherches sur un autre épisode. Ouais. Tu sais, comme des fois, on a des sujets, je suis comme, ah, OK, c'est une question qu'on se posait depuis longtemps. Ouais. Ou c'est des gens qui nous ont écrit. Puis des fois, ben, c'est vraiment juste, je lisais sur quelque chose. Puis là, je suis tombé sur une autre affaire. Puis je fais genre, hey, ça, je veux en parler dans un autre épisode. Puis c'est le cas d'aujourd'hui parce que, en fait, je faisais des recherches dans l'épisode 54, fait que le dernier de notre dernière saison, où on parlait des bateaux de croisière et qu'ils devaient justement utiliser des pavillons qui correspondent à leur pays où ils sont amarrés. C'est quelque chose de légal. Et ben, je suis tombé en même temps sur l'information de ce qu'on appelle les faux pavillons ou les false flags. OK. Puis, est-ce que ça te dit quelque chose, Hélène? Ben, comme je sais maintenant qu'un pavillon, c'est un drapeau en mer, j'imagine que là, tu vas me parler de faux drapeaux utilisés sur des bateaux en mer. Essentiellement, oui. Des bateaux pirates? Ah, tu touches à quelque chose. Parce que le concept initial, c'est assez simple. C'est une tactique de guerre, principalement, où un bateau va naviguer en hissant le drapeau d'un autre pays pour berner l'adversaire. Ah, ben oui, c'est pas con. Ben, c'est pas con. Puis là, quand je dis principalement de guerre, parce que c'est illégal, en dehors d'un temps de guerre, que de utiliser le drapeau d'un autre pays sur ton bateau. Mais c'est idéal en temps de guerre? C'est légal en temps de guerre. Fait que, tu sais, toi, mettons, tu as un bateau, tu peux pas mettre le drapeau britannique à moins que ton bateau soit immatriculé. En Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne. Il faut vraiment que tu utilises l'endroit où il a été immatriculé. Tu peux mettre plusieurs drapeaux, mais il faut absolument... Mais je pourrais avoir un drapeau immatriculé en Grande-Bretagne même si j'ai pas la nationalité. Oui, si tu as acheté un bateau là-bas, tu l'as immatriculé là-bas. Puis la deuxième raison pour laquelle je dis principalement en temps de guerre, c'est, ben, comme tu as dit, les pirates, eux, ils s'en calissent un peu de la légalité. Fait que... Jamais remarqué. Ils peuvent bien utiliser les drapeaux qu'ils veulent. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de cette tactique de guerre que je trouvais fascinante par le fait que ça peut quand même aller assez loin, puis qu'il y a des exemples rigolos, malgré tout. Fait que faites-moi confiance. OK. Faut dire que les leurres en temps de guerre, c'est quand même assez commun. Hein? On se rappelle de notre épisode 19 où je parlais d'un plan où on voulait créer une réplique de Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'était les fausses villes, hein, ça? Oui, ben c'était une fausse ville, là, essentiellement. Ils ont essayé de recréer le vue aérien là, de Paris pour berner. Allez écouter ça, fucking intéressant. Mais bon, bref, de référence à nos anciens épisodes, what's up avec l'utilisation de drapeaux de d'autres pays? Est-ce qu'il y a déjà eu des conflits de deux pays qui se tirent dessus en portant chacun les drapeaux d'un autre pays? Pas exactement. OK. Pas comme Monaco puis l'Indonésie. C'est ça. Vois-tu, tirer sur un bateau adverse en portant le drapeau d'un autre pays, c'est considéré comme perfide. Puis donc, c'est un crime de guerre. Ah! Quand je dis perfide, c'est vraiment un terme légal. Là. En soi, là, on peut dire qu'il y a un homme perfide. Mais de base, ça veut dire genre des choses que tu peux pas vraiment faire en temps de guerre. Fait que
faire semblant de te rendre. C'est pas très éthique. C'est pas éthique. Ben, même c'est illégal. C'est ça. Faire semblant de se rendre, simuler une blessure ou la mort, ou se faire passer pour un médecin ou utiliser le drapeau de la Croix-Rouge quand tu n'en fais pas partie, par exemple. La raison est simple, c'est que ça donne une impression à l'adversaire qui est protégé par le droit international humanitaire, puis il peut baisser sa garde. Ouais. Fait que c'est pas un combat éthique. C'est une illusion. Là. C'est ça. La guerre, ça reste très peu éthique, mais bon, ça, c'est un deuxième sujet. L'utilisation initialement du drapeau d'un autre pays servait donc plutôt à se protéger d'attaques ennemies. Ouais. Il faut comprendre qu'une des tactiques, mettons, utilisées par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, c'était qu'il y avait leurs sous-marins, les U-boats, qui sortaient de l'eau et qui allaient attaquer les navires marchands ou qui allaient amener des rations aux Alliés, etc. Parce qu'on s'entend, pas de ressources, pas de guerre. Hein? Fait que les sous-marins sortaient de l'eau, puis ils disaient « Hey, moi vous torpillez, ma gang de torpinouches! » Et là, les gens se sauvaient du bateau, ils torpillaient le bateau. On se comprend. Fait qu'un bateau britannique, pendant la Première Guerre mondiale, pouvait tenter de naviguer sous la bannière allemande ou, je sais pas... Pour aller torpiller les torpineux? Non, mais pour que les Allemands passent, font comme ça, c'est un notre gang, on va pas le torpiller. OK, oui. Ah oui, ben oui. Ou que, c'est un bateau suisse, moi le laisser tranquille. C'était le cas du RMS Lusitania, un paquebot britannique qui avait reçu comme instruction de voyager sans drapeau britannique ou juste en utilisant un drapeau neutre pendant la Première Guerre mondiale parce que il transportait des passagers. L'affaire, c'est que la forme du bateau demeurait tout de même assez reconnaissable, donc la tactique avec le temps finit par faire comme OK, c'est le Lusitania, ça, peu importe. Fait qu'il a été torpillé le 7 mai 1915 par un U-boat allemand, causant la mort de 1264 personnes. Aïe, quand même. Techniquement, il n'aurait pas dû les attaquer parce que c'était un bateau servant au transport de passagers. Cela étant dit, le Lusitania faisait aussi quelque chose d'illégal en ce moment-là parce qu'il transportait des munitions sur le bateau pour éviter de se faire attaquer. Fait que là, les Allemands ont dit, nous, c'était légitime d'attaquer à ce moment-là. Fait qu'il y a personne de Mais tout les Allemands, blanc. clairement, ils ne le savaient pas nécessairement. Ils ont peut-être eu l'information à la base, sont définis. En tout cas, l'histoire il y avait une taupe à bord. C'est ça. L'histoire dit qu'ils ont envoyé une torpille, il y a eu une explosion, puis il y a eu une deuxième explosion qui était les munitions qui ont littéralement explosé sur le bateau. C'est sûr, là. Mais là où ça devient vraiment compliqué, c'est qu'à force d'attaques de la sorte de la part des Allemands, le simple fait de voguer avec un drapeau n'était pas suffisant, avec un autre drapeau. C'est là qu'entre en scène ce qu'on appelait un Q-ship ou un navire-leurre. Il s'agissait de petits navires de guerre camouflés en navires marchands. Fait que c'était des anciens navires marchands qu'on avait transformés pour rajouter des canons, par exemple, pour que les Si jamais il y en avait un qui se faisait démasquer, genre, au moins, en fait, il y en c'est avait que d'autres. Ouais, ça peut être ça. Dans le fond, c'est un sous-marin qui arrive pour t'attaquer. Il pense qu'il allait attaquer un navire marchand. Tu relèves les panneaux. Tu dis, finalement, c'était pas un navire marchand, c'est un navire de guerre. Tu torpilles à ton tour le sous-marin. Fait que c'est lui qui coule à la place. Mais là, tu vas me dire, c'était pas interdit d'attaquer quelqu'un en utilisant le drapeau d'un autre pays? Ouais. La façon legit de contourner la règle, c'est tout simplement de révéler ton véritable drapeau avant de faire feu. Fait que t'es comme un vilain dans un film qui fait « c'était moi ton terrible ennemi tout ce temps! » Démasqué. Démasqué. Fait que c'est ça. Mettons, tu as un navire marchand qui essayait avec un autre drapeau, qui se faisait pogner. Tu redescendais ton autre drapeau, puis tu disais genre, finalement, got you, je suis un Britannique, j'ai des canons, pow. Tu peux pas faire ça en 3 secondes. Il faut quand même que tu laisses le temps à l'ennemi de comprendre ce qui s'est passé. C'était pas légal si tu donnais pas assez de temps de réaction. Ben tu oui, peux pas tu veux juste voir faire la panique dans ses yeux, là. Ça. Fait que faut que tu lui laisses un petit peu de temps au pauvre monsieur. Un des exemples les plus connus de Q-ship, c'est le HMS Baralong, qui est responsable d'avoir fait couler 2 U-boats allemands. C'est quand même pas pire. Là, en bataille navale, faire couler juste un bateau, c'est déjà un beau projet. Là. Tu parles du jeu, là, bataille navale. Exact. 2 sur 5, c'est bon. Le premier cas il est survenu le 19 août 1915, tandis que le U-27 venait d'entrer en contact avec un navire britannique, le Nicosian. L'équipage de ce dernier avait lancé un SOS et était en train d'évacuer le navire quand le Baralong a reçu le SOS et qui s'est envenu. Le Baralong était un navire camouflé et qui voguait avec un drapeau américain. On se rappelle, 1915, les États-Unis ne sont pas dans la Première Guerre mondiale à ce moment-là. Okay. Fait que quand il s'est rapproché, il a descendu son drapeau américain, il a remis son drapeau britannique, il a fait feu sur le U-27. Un problème, cependant, qui est survenu, c'est que le commandant du Baralong a ensuite ordonné de tirer sur les survivants par peur qu'ils s'abordent le Nicosian. Puis là, ça, c'est pas full éthique non plus. Parce que tu devrais les laisser se sauver sur le bateau de sauvetage. Tu sais, dans le fond, tu veux détruire l'armement de guerre et pas nécessairement juste tuer tout ce qui bouge devant toi pendant la guerre. C'est ça.
Puis même chose, deuxième controverse, le 24 septembre 1915. Mais situation, il arrive, il répond à une situation de sauvetage contre le U-41 cette fois-ci. Puis selon les survivants, il n'aurait pas nécessairement enlevé son drapeau américain avant de tirer. Puis ça, c'est un gros non. Il a pas été correct là-dessus. Pas correct. Mais c'est ça, les guerres étant une fois messy as fuck, les Allemands ont utilisé ça comme justification pour ne pas sortir de l'eau avant de torpiller les bateaux marchands. Parce que là, ils étaient rendus genre trop paranoïdes de dire genre, ben là, si je sors, tout d'un coup, c'est un bateau de guerre, puis je le savais pas, puis je vais me faire tuer. Fait que là, je vais tuer de façon illégale à mon tour aussi. Fait que là, c'est ça. Ça vient compliqué. Si lui le fait, moi aussi, je peux. C'est ça. Si lui est illégal, moi aussi. Fait que, bon, c'était pas juste la tactique là, d'être illégal. Il y avait d'autres options, c'est-à-dire eux aussi utiliser des Q-ships ou des navires auxiliaires, donc des bateaux marchands vraiment armés encore plus, pour voguer tranquillement et ou s'approcher subtilement des bateaux et vérifier ce qui était. Donc, il y a un certain temps où tu pouvais, mettons, avoir un navire français, un navire allemand, tous les deux déguisés comme un bateau suisse, qui se font des tatas en disant « Salut, mon petit voisin marchand! » Puis ça me fait très rire. Ah, ça me donnerait mal à la tête. C'est ça. Puis, ben, il n'était pas rare non plus que les Allemands réquisitionnent les bateaux britanniques pour les transformer en bateaux marchands, entre guillemets, pour se faire passer et se rapprocher. Un des bateaux ayant le mieux réussi à se faire passer pour un autre, par contre, c'était le croiseur auxiliaire allemand Atlantis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Celui-ci a commencé en 1940 en se faisant passer pour un navire soviétique, qui était encore neutre en début de guerre. À cette époque-là, pendant qu'il naviguait entre la Norvège et l'Angleterre. Il se faisait appeler le Kim et il y avait pas une grosse faucille et un marteau sur leur pont. T'sais, ils n'ont pas juste mis un petit drapeau. Là. Ils ont vraiment fait genre, nous, on est soviétique, check. Je ne peux pas peinturer ça pour rien. Non, c'est ça. Puis, c'est comme si c'était juste genre de la peinture qui allait justifier que... Ben, c'est ça. Mais quand même, il y avait des équipements, du linge pour se faire passer à ce point-là, là, vraiment. Puis, c'est quand même beaucoup de bidous, quand même, qui ont été dépensés. Là, après avoir dépassé l'équateur, il s'est ensuite passé pour un navire japonais nommé le Kazimaru. Fait que la peinture a été refaite pour ressembler à celle des bateaux marchands japonais en mettant un gros quai dessus, là, qui était le symbole à l'époque. Là, en tout cas. Puis c'est ça. En tout, Atlantis a coulé 16 navires et capturé 6 autres. C'est une très belle victoire. Champion du monde en bateau. C'est ça. Puis là, ben, ce genre de situation-là a tellement créé un peu de panique qu'il y avait des nouveaux codes pour les Anglais de dire genre, ce bateau-là est supposé d'être dans cette région-ci, oui, non, etc. Mais mon histoire préférée... Ah, OK, parce qu'elle n'était pas encore là. Non, c'est celle du SMS Cap Trafalgar, un paquebot à vapeur allemand qui a été transformé en croiseur auxiliaire et déguisé pour ressembler à un paquebot britannique, le Carmania. Le bateau a été envoyé le 19 août 1914 pour être armé à Montevideo et ensuite se rendre à Trinidad et Martin Vaz, île que je ne connaissais pas, là, mais... Martin Vaz, non, mais Trinidad... Non, sinon c'est Trinidad et Martin Vaz, c'est une autre affaire, c'est pas le Trinidad. C'est pas Trinidad et Tobago? Regarde, non. C'est pas le plus important. Il y avait une base secrète allemande là-bas. Fait qu'ils sont finalement arrivés le 13 septembre à la base. Manque de bol. Il y avait un navire britannique qui avait été envoyé dans les parages pour détruire des navires allemands de la région. Ce navire en question, le véritable Carmania. C'est vraiment, encore une fois, le mime de Spider-Man, là. C'est ça. Fait que tu comprendras, Hélène, que le Carmania, il a pas été trop berné quand il a vu un bateau qui était marqué Carmania dessus. Mais... imagine, il l'écrivait comme, mettons, le AI écrit tes affaires, puis que t'es comme, ça ressemble, mais c'est pas encore t'as fait ça. Mais dans tous les cas, tu vois lui qui se fait passer pour toi, tu sais que c'est pas toi. Fait que le Trafalgar, donc le faux Carmania, a été coulé lors de son premier et dernier affrontement le lendemain, le 14 septembre, contre le seul navire qu'il ne souhaitait pas croiser. So sad. Ceci étant dit, l'utilisation de false flag ne se limite pas nécessairement aux batailles navales. Ça s'est déjà vu au niveau terrestre, notamment lors du cas controversé, parce que c'est tout le temps controversé, de l'opération Griffe, où des soldats allemands se sont vêtus d'uniformes de l'armée américaine pour perturber leurs opérations. Un des objectifs, c'était d'aller en arrière pour aller détruire des ponts ou encore inverser des pancartes de signalisation pour mélanger les troupes. C'est pas à gauche, faut que tu tournes ta droite. Ça me fait rire. One Way, il a changé de sens depuis qu'on est arrivé ici. Ben, si t'es pas dans ton pays habituel, tu peux être perdu. Ouais, mais imagine, t'as déjà genre visité ce pays-là où t'as déjà été, puis t'es comme...
Il me semble que c'était pas ça. C'était pas de même. Il me semble que c'était à gauche. Mais bon, là où ça fait de polémique, c'est que certains hommes déguisés ont fait feu tandis qu'ils portaient ces uniformes-là. OK. Puis ben ça, encore une fois, c'est un big no-no parce que c'est comme faire à croire que t'étais américain. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se déshabiller pour mettre leur vrai costume. Ben, c'est ça qu'il aurait fallu faire pour que ça soit légal. Ils sont pas Arturo Brachetti, là. Faut qu'ils aient leur costume allemand en dessous du costume américain. Plusieurs des soldats ont été condamnés, mais l'officier en charge, lui, ne l'a pas été parce que ben, c'était pas lui qui leur avait ordonné d'attaquer comme ça. Il leur avait juste dit d'aller disrupt en arrière, fait que c'était pas de sa faute. Puis lui, il portait pas le... Là, il était pas là, il a juste dit aller là-bas. Les officiers, ça se bat jamais. Il était sur sa petite plage aux îles Caïmans. Bon, je pense pas. Mais là, on a parlé de batailles navales et terrestres, mais qu'en est-il du niveau aérien? Je pensais que tu allais parler de l'espace. Bien, la même règle s'appliquerait. Oui. Mais la réponse, c'est que c'est illégal. Point barre. Parce que si, mettons, tu as un petit drapeau dessiné sur ton avion, là. Hey, bonne chance pour aller le changer, hein? Ben, c'est ça. Excusez, ça m'a pris du temps comme cute. Fait que... Il est un peu tard, mais... Fait que c'est pas possible. Effectivement, c'est logique. Fait que ceci devrait donc techniquement mettre fin à cet épisode étant donné qu'on a couvert tous les scénarios, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Parce que le fait c'est long, là. Les gens, ils ont des choses à faire, Will. Ben, j'ai presque fini. Ça, c'est moi qui ai pris genre 85% de l'épisode. Parce que le fait d'attaquer un autre pays en se faisant passer pour un autre ou pour une organisation spécifique, ça a beau être illégal, ça veut pas dire qu'il y a personne qui le fait, ou du moins qui essaie pas de nous faire croire qu'une attaque a été faite par quelqu'un d'autre. Puis c'est là que je disais que le terme de false flag a évolué avec le temps, parce que ben il y a beaucoup de pays un peu louches que vous avez probablement en tête, là. Tu sais, je veux pas tomber le conspirationniste, là, le 11 septembre, c'est un inside job, là. Mais on l'a vu, tu sais, dans l'histoire justement, ben, les nazis qui à la base ils ont inventé de toutes pièces que les Polonais avaient tué des soldats nazis, mais au final, c'était vraiment des gens dans un camp de concentration qui ont habillé en soldats nazis, ou encore la Russie qui ont fait croire qu'il y avait eu des attaques là, dans le Donbass par les Ukrainiens au début de guerre pour faire croire. Fait que, tu sais, actuellement, c'est ça qu'on parle. Quand on parle de false flag, c'est plus de dire genre comme... C'est Trump qui dit qu'il gagne tout, là, alors que... Ben, c'est Trump qui aurait dit que les Iraniens l'ont attaqué en premier, par exemple. Ouais. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ou tu sais, c'est encore... maintenant, on peut en parler un peu de false flag avec les usines à trolls, tu sais, comme généralement des Russes qui vont se faire passer pour des Américains pour faire croire. Mais il y a plein d'affaires, là, tu sais, mettons, j'avais vu une nouvelle d'une fake news, justement, où on voyait Paris se faire bombarder, alors que c'est tout de l'AI, là, tu sais. C'est techniquement pas illégal du niveau crime de guerre, mais clairement, il y a un gros problème en train de frauder la population qui sont en train de s'insurger de tous les bords, tous les côtés. C'est de la désinformation complète, là. Exact. Fait que là, c'est d'autres types d'illégalité, là, la désinformation. Fait que c'est ça. On peut-tu arrêter tous les conflits actuels puis on recommence à neuf, la politique? Parce que, tu sais, c'est bien le fun, les vieilles histoires de bateaux. Mais pas besoin d'en rajouter de nos jours, là. C'est trop déprimant pour en rire. Fait que, merci. C'est tout. C'était mon plaidoyer contre la guerre actuelle. Gardons juste les vieilles guerres. Gardons juste les vieilles guerres. On peut pas les enlever, celle-là. C'est ça, c'est sûr. Bon, ben écoutez, si cet épisode vous a plu et que vous n'êtes quand même pas trop déprimé... Ben, si vous êtes trop déprimé par ma partie, retournez dans la partie d'Hélène parce qu'il y a encore plein d'informations à réécouter. Non, mais de toute façon, vous n'aurez pas le choix de la réécouter. Là. Même moi, je suis consciente que je me souviens pas de la moitié des choses que je vous ai dites, là, tellement il y avait plein d'informations là-dedans. Fait que écoutez-le en repeat, en vitesse 0.5. Je suis désolée, je parle vite, la gang. Regarde, le drapeau de l'Irlande. Je suis sûre que vous m'aimez comme ça, puis que vous aimez Will aussi. Fait que justement, si vous avez envie d'en apprendre plus sur plein d'autres sujets, d'aller écouter tous les épisodes là, que Will a mis de l'avant dans cet épisode. 54-19. Ouais, c'est ça. Allez écouter ça. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. On est aussi sur les réseaux sociaux où on fait des capsules, hein, Instagram, TikTok, Facebook aussi, même si on est un petit peu plus sur le respirateur artificiel sur Facebook, mais bon. C'est ça. On est là. Puis sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines pour, espérons-le, peut-être un épisode plus joyeux. Oui. Ben écoute, ta partie était joyeuse, c'est juste moi qui ai tout donné, comme d'habitude. Je suis désolé. Bye! Bye!